Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette première édition des écoles d'automne et d'été sur les défis et opportunités du réseau électrique de demain. En ma qualité de vice-recteur et surtout en qualité de doyen de la faculté des sciences de génie et d'architecture de l'université Quisqueya, je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette initiative qui représente bien plus qu'un simple événement académique, un potentiel levier pour construire un avenir énergétique prospère pour Haïti. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la mission fondamentale de nos universités qui va au-delà de l'enseignement, celle de contribuer au service de la communauté et à l'évolution des connaissances. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les enseignants et professeurs qui ont contribué à la mise en place de cette formation, offrant ainsi à nos étudiants et étudiantes une opportunité inestimable. Je voudrais remercier Dr Hussein Suprême, Dr Nivin Abou Dahel, Dr Martin de Montigny, Professeur Christian Bengané, Ingénieur Sami Maksoud, Ingénieur Nicolas Alien, Professeur Anan Dagdougui, Ingénieur Charles Smith et Professeur René Jean Jumeau. Un remerciement spécial au comité organisateur, Dr Hussein Suprême, Ingénieur Pélounès Lemaine, Ingénieur Nicolas Alien, Ingénieur Jeffrey Carré et Ingénieur Edgar Etienne. Cette formation est d'une importance capitale pour Haïti, où plus de 7 millions de personnes sont privées d'accès à l'énergie électrique. Elle souligne l'urgence de combler le déficit en ressources humaines qualifiées pour relever les défis énergétiques majeurs auxquels notre nation est confrontée. D'autre part, cette école d'automne et d'été offre des opportunités inestimables pour nos étudiants et étudiantes en génie. Elle leur permettra d'acquérir des connaissances de pointe sur les dernières avancées technologiques dans le domaine des réseaux électriques. Ces connaissances, combinées à leur passion et à leur dévouement, feront d'eux les piliers de l'électrification future d'Haïti. En tant que doyen, je suis convaincu que cette formation constitue un tremplin vers un avenir énergétique radieux pour notre nation. Les connaissances avancées que nos participants acquériront sur les réseaux électriques de demain les positionneront en tant que catalyseurs du changement, des pionniers de l'électrification et des artisans de l'avenir énergétique d'Haïti. En tant que directeur de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, je comprends l'importance capitale d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux défis de notre secteur. Les participants à cette formation joueront un rôle central dans l'avenir de notre nation en devenant des acteurs clés de la transformation énergétique d'Haïti. Cette formation offre ainsi bien plus que des connaissances théoriques, elle ouvre les portes à une expertise pratique, à une vision innovatrice et à un engagement concret envers un avenir brillant où l'accès à l'électricité sera un droit pour tous, non plus un luxe réservé à quelques-uns. Je vous encourage donc, chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, à saisir cette opportunité, à vous engager pleinement et à devenir des acteurs et actrices d'un changement positif pour notre nation. Je vous remercie. Maintenant, sans plus, pour enchaîner, et je viens de faire les propos d'introduction, mais c'est moi aussi qui vais modérer la séance de ce matin. Donc, on a un menu extrêmement intéressant ce matin avec 3 présentations. Une première présentation qui sera faite par le docteur Hussein Suprême de 8h30 à 10h30. Ensuite, on va recevoir docteur Nivin Dahel pour sa présentation.
Docteur Hussein va faire une présentation sur les fondamentaux des ressources énergétiques décentralisées. Ensuite, à 10h30, on va avoir Dr Nivin sur contrôle, commande et protection des micro-réseaux. On va prendre une pause déjeuner. Ensuite, on pourra s'enchaîner avec la planification et exploitation des réseaux électriques avec Dr Martin de Montigny. On va également prendre une petite pause café ce matin. Donc, je demanderai à l'intervenant Dr Hussein de prendre une pause autour de 9h30 pour vous permettre de prendre un café qu'on a préparé pour vous. Sans plus tarder, je vais vous présenter le Dr Hussein qui va faire la première présentation pour nous. Et Dr Hussein Suprême a eu son diplôme d'ingénieur de la faculté des sciences en génie électromécanique de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti en 2007, une maîtrise en sciences appliquées en 2013 et un doctorat en génie en 2017 de l'École de technologie supérieure ETS de Montréal. Il occupe actuellement le poste de chercheur à l'Institut de recherche Hydro-Québec. Ses champs d'expertise incluent la modélisation et la simulation du comportement des réseaux électriques intelligents et durables, l'évaluation des impacts de la forte pénétration des ressources énergétiques décentralisées sur les réseaux de transport et de distribution, la performance dynamique des réseaux et les applications de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle et du traitement de signal au contrôle des réseaux. Comme chargé de projet, Dr Suprême gère les relations scientifiques et de recherche avec les milieux académiques via des collaborations universitaires, optimisation du système énergétique du futur avec l'École polytechnique de Montréal et développement et prototypage de systèmes électriques décentralisés et décarbonés avec l'Université Laval. Dr Suprême est également professeur associé au département de génie électrique et informatique de l'Université Laval, au département de mathématiques et de génie industriel de l'École polytechnique de Montréal et à l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTA. Dr Suprême est membre senior de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers, I3E, et agit comme réviseur pour plusieurs journaux scientifiques. C'est avec plaisir que je passe le micro à Dr Hussein Suprême pour sa présentation. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Dr Calixte pour cette introduction. Donc, cela me fait plaisir ce matin de parler un peu d'une de mes passions. Donc, tout ce qui a trait avec les ressources énergétiques décentralisées. Comme je le disais tantôt, donc l'objectif de ce matin, c'est vraiment de décrire les fondamentaux des ressources énergétiques décentralisées et des micro-réseaux. On va faire un survol de ce qui existe dans la littérature scientifique sur les pratiques. Docteur Hussein, essayez de parler lentement et n'allez pas trop vite. OK. Donc, on va vraiment décrire les fondamentaux des ressources énergétiques décentralisées. Donc, je vais parler des RAID de manière générale et aussi des micro-réseaux. Je vais voir avec vous qu'est-ce qui existe dans la littérature, quels sont les défis que l'on vit. Donc, cette formation va au-delà d'Haïti, en fait. C'est une perspective mondiale qu'on va vous proposer. Donc, comme futur ingénieur ou comme jeunes ingénieurs, c'est important de concevoir des réseaux en fonction des normes internationales qui existent. Donc, à la fin du séminaire, j'espère que vous serez en mesure de définir les ressources énergétiques décentralisées et les micro-réseaux, de comprendre tous les défis et les opportunités qui sont reliés à leur intégration sur les réseaux électriques. Aussi, je veux mentionner également qu'à travers ces 3 jours de formation, vous allez voir, c'est comme un film. Il y a beaucoup de sujets il va y avoir un certain lien qui va être fait entre les différents sujets qui vont être développés. Transition énergétique, changement de paradigme 5D. Donc, en termes de questions, on va procéder aux 30 minutes. On va prendre une pause je vais m'arrêter. Donc, je vais prendre des questions pendant 5 minutes. Ceux qui sont en salle, professeur Calix va récolter les questions dans le chat. Et ceux qui sont en ligne, on va récolter les questions dans le chat. Et ceux qui sont en salle pourront poser leurs questions.
La définition classique d'un réseau électrique, c'est un ensemble d'infrastructures énergétiques qui vont permettre d'acheminer l'électricité de ce qu'on appelle des centres de production vers les consommateurs. Donc, je n'irai pas trop dans les détails parce qu'il y a quelqu'un qui va expliquer en détail c'est quoi le chemin total qui est parcouru. Donc, comme une vue macroscopique, on peut dire qu'un réseau électrique a ce qu'on appelle un centre où l'on produit l'électricité. Ensuite, il faut transporter cette électricité-là vers à travers un réseau de transport pour les acheminer vers un réseau de distribution. Et une fois arrivé au réseau de distribution, il faut acheminer cette électricité à différents clients. Donc, ce sont tous les cycles que l'on a dans le cheminement de l'électricité. Donc, l'objectif de ces opérateurs-là, c'est vraiment d'assurer la gestion dynamique de l'ensemble production, transport et consommation. Pour cela, ils vont mettre en œuvre des réglages qui vont assurer une stabilité dans l'ensemble du réseau. Les différentes composantes d'un réseau électrique, on va avoir les lignes électriques qui vont être exploitées à des niveaux de tension différents. Ces lignes vont être connectées à ce qu'on appelle des postes électriques. Ces postes électriques-là, leur rôle, c'est vraiment de permettre de répartir l'électricité et de faire passer et de la faire passer de niveau de tension à un autre grâce à ce qu'on appelle des transformateurs. Hydro-Québec, vous entendez parler. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Hydro-Québec, c'est une société d'État québécoise, ici au Québec, au Canada, qui est responsable de la production, du transport et de la distribution d'électricité au Québec. Donc, Hydro-Québec joue un rôle particulier parce que dans plusieurs marchés, ce n'est pas le même acteur qui joue tous ces rôles-là. Donc, Hydro-Québec a une place privilégiée. Cette société a été fondée en 1944. Donc, son unique actionnaire, c'est le gouvernement du Québec. On dispose d'environ 61 centrales hydroélectriques. Avec ça, nous constituons le principal producteur d'électricité au Canada et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hydroélectricité. Donc, de l'électricité produite à partir de l'eau. On a une puissance installée sur le réseau d'environ 38 000 mégawatts et nous desservons environ 4,46 millions de clients selon les chiffres que l'on a obtenus en 2021. L'Institut de recherche d'Hydro-Québec pour lequel je travaille, c'est un centre de recherche qui se spécialise dans les domaines de haute tension, de la mécanique, de la thermomécanique, de la simulation de réseau, de l'étalonnage, de la chimie des matériaux et de l'efficacité énergétique. C'est le seul centre de recherche totalement intégré à une entreprise d'électricité en Amérique du Nord. Et à travers le monde également, c'est l'une des rares compagnies d'électricité qui dispose d'un centre de recherche. Donc, je suis vraiment honoré de travailler pour cette entreprise. Vous entendez souvent parler de certains concepts, donc je vais prendre le temps de les définir au tout début pour être certain que nous avons tous la même définition. Donc, transition énergétique, actuellement, il y a la COP28 qui se déroule. Donc, vous entendez sûrement parler de transition énergétique. Comment peut-on la définir? C'est un ensemble de transformations qui vont permettre le système de production, de distribution et de consommation d'énergie qui va être effectué sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. Donc, on peut dire on va passer d'un système énergétique qui est essentiellement fondé sur des énergies qu'on appelle polluantes ou fossiles à un système fondé sur des énergies renouvelables et qui vont être moins polluantes. Concrètement, la transition énergétique, elle vise vraiment à transformer le système énergétique pour diminuer son impact environnemental. Quand on va parler de sobriété énergétique, ce qu'on veut voir, c'est vraiment arriver à réduire nos besoins en énergie grâce à des changements qui sont structurels d'une part et une transformation de nos différents modes de consommation. Par la suite, vous allez sûrement entendre aussi parler au tout début, je parlais d'un paradigme de la 5D. Donc, le premier D signifie décarbonisation. Donc, ce que l'on veut faire avec la décarbonisation, c'est vraiment remplacer toutes les sources émettrices de CO2 par d'autres qui vont générer de moins en moins ou peu de gaz nocifs pour l'environnement. Donc, on va voir comment plusieurs pays, on parlait de COP28 tantôt, donc dans des éditions précédentes, plusieurs pays avaient pris un engagement pour atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Quand on parle de carboneutralité, ce que cela veut dire, c'est qu'on veut avoir une économie où l'émission de gaz à effet de serre va être vraiment minimale, où on va compenser les émissions de gaz à effet de serre par des politiques ou des technologies. Quand on parle de politique, dans certains marchés, vous entendez sûrement parler de crédit carbone. Donc, c'est une façon pour une entreprise qui est polluante
peut aller acheter ces crédits carbone-là pour compenser à leur effet sur l'environnement. La deuxième D à laquelle on fait allusion, c'est la décentralisation. Donc, quand on parle de décentralisation, c'est d'avoir une production énergétique plus efficace, plus flexible et plus résiliente. Dans certains cas, vous allez le voir un peu plus tard aussi dans la journée. Dans le cas d'Hydro-Québec, nous avons la production qui est complètement éloignée au nord, totalement au nord, où il faut parcourir des milliers de kilomètres pour venir desservir les clients qui se trouvent complètement au sud. Donc, la décentralisation voulait dire quoi? C'est vraiment rapprocher la production de la consommation. Et l'autre enjeu que l'on peut aussi aborder avec la décentralisation, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Ceci consiste globalement à améliorer le rendement énergétique des différents systèmes énergétiques dont nous disposons. Et aussi, avec la décentralisation, on se pose la question comment on peut installer sur le réseau de nouvelles technologies devant ou derrière les compteurs qui vont nous permettre à améliorer nos façons de faire. Quand on parle de behind the meter, on parle vraiment de toutes les technologies qui vont se retrouver chez le client même. Le compteur, pour nous, c'est ce qui sépare le réseau de distribution du client. Donc, behind the meter, c'est vraiment, on va regarder toute cette technologie. La troisième D réfère à ce qu'on appelle à la digitalisation. La digitalisation va s'attaquer à un problème où on veut vraiment accéder à des données fiables en temps réel sur la production et la consommation d'énergie à différents points du réseau. Donc, je vous rappelle dans la définition qu'on s'est donnée au tout début. L'électricité, professeur Calix aussi a fait un lien, ce n'est pas un luxe. Donc, l'électricité doit être fournie en tout temps. Donc, pour assurer cette fourniture en tout temps, quand on gère un réseau électrique, on parle de la gestion de l'offre et de la demande quasiment. Donc, pour faire cette gestion-là, il faut pouvoir utiliser toutes les données qui sont disponibles sur le réseau. Quelle centrale est en train de produire? Cette quantité qu'elle produit, quelle clientèle elle dessert? Donc, y a-t-il moyen de digitaliser toutes ces informations-là pour pouvoir mieux les traiter? Donc, vous comprendrez, pour cela, on aura besoin d'une infrastructure matérielle pour collecter ces données et il va falloir aussi avoir une couche logicielle pour gérer et traiter toutes ces données-là. Donc, on va avoir de plus en plus de réseaux d'objets qui vont être connectés. On peut penser à des capteurs, à des compteurs, à des technologies et aussi à des appareils. La quatrième D se réfère à la déréglementation. Quand on parle de déréglementation, historiquement, quand on parle de utility, en anglais, on parle vraiment des compagnies d'électricité. Ils sont apparus comme des monopoles réglementés par l'État. Tantôt, on disait Hydro-Québec, c'est une société d'État qui est le principal actionnaire, c'est le gouvernement. Alors, vous voyez dans quel environnement que cette utilité évolue. Donc, on s'est rendu compte que c'est un marché alors qui est vraiment très réglementé. Donc, le gouvernement contrôle le prix d'électricité. Donc, il y a une faible concurrence et on a peu de choix. Les clients ont peu de choix. Donc, avec la transition énergétique, on dit qu'il faut augmenter la demande énergétique. On va avoir une augmentation de la demande énergétique. On va avoir de nouveaux investissements seront requis sur les réseaux. Les gouvernements se sont rendus compte qu'ils ne seront pas capables d'absorber tous ces investissements-là. Donc, ils vont faire appel au secteur privé pour pouvoir déréguler le marché de l'énergie. Donc, déréguler le marché de l'énergie veut dire quoi? On va ajouter de la compétition. Pour ajouter cette compétition-là, il faut évidemment qu'il existe un cadre juridique extrêmement clair qui va permettre à ces différents acteurs de pouvoir intervenir sur le marché de l'énergie. À titre d'exemple, on peut citer au niveau de l'Union européenne, où on a un marché qui est ouvert, il y a un libre-échange qui peut se faire entre plusieurs pays. Donc, on parle de plus en plus de communautés énergétiques citoyennes. Donc, ces communautés énergétiques citoyennes sont régulées par un cadre juridique qui va garantir leur droit au partage de l'énergie. Donc, ils vont pouvoir entre eux, les utilisateurs vont pouvoir entre eux louer, acheter sur le réseau de distribution de l'électricité. La cinquième D réfère à la démocratisation. Donc, c'est faire en sorte que les communautés puissent participer à l'émergence et l'exploitation des systèmes énergétiques. Donc, comment on peut créer des emplois décents, stables, à travers cette démocratisation-là. Et aussi, il faut que l'on évite absolument les inégalités historiques
ou des idéologies néolibérales, où on avait des alliances qui étaient faites dans l'intérêt des grandes entreprises du développement, avec la privatisation, avec des approches qui étaient basées vraiment sur le marché, et comment on pouvait accroître et concentrer le pouvoir économique et politique entre les mains de certains groupes. Il faut aussi garantir un accès équitable à l'énergie. Donc, comment on peut assumer la responsabilité de la qualité des systèmes écologiques et changer les attitudes concernant la consommation d'énergie. Donc, ici aussi, on peut penser à plusieurs pays dans le monde où peu de gens ont accès à l'électricité. Quand on parle de démocratisation, c'est comment aussi amener cette énergie-là à ces populations-là qui n'en ont pas accès. Je sais que ingénieur Nicolas Darius Alien vous parlera un petit peu plus des efforts qui sont faits actuellement en Haïti pour cette démocratisation-là dont nous parlons. Donc, ce sont vraiment ces 5D-là qui seront les piliers de ce qu'on appelle la transition énergétique. Maintenant, je vais vous parler de qu'entend-on par les ressources énergétiques décentralisées. La première définition qu'on retrouve dans la littérature nous est proposée par la Commission fédérale de régulation de l'énergie, qui est une agence fédérale aux États-Unis, la FERC. Donc, la FERC a vraiment une compétence dans le domaine du commerce entre plusieurs États et des tarifs d'électricité de gros sur le marché. Donc, la FERC définit les RED comme étant toute ressource de production de petite taille qui sont géographiquement dispersées, installées et opérées directement sur le réseau de distribution à des niveaux de tension qui sont plus petits que 100 kV. Donc, ceci inclut évidemment les systèmes de stockage, l'efficacité énergétique et la gestion de la demande. Dans le cas d'Hydro-Québec, nous classons les RED en deux classes qui sont distinctes. Premièrement, des ressources qui sont installées sur le réseau de distribution avec un rôle principal de fournir de l'électricité, et aussi toutes les ressources qui existent principalement pour des raisons autres que fournir de l'électricité, mais qui peuvent être exploitées à cette fin. Donc, on pense aux charges flexibles, on pense également aux véhicules électriques. Quelle que soit la définition qu'on va retrouver dans la littérature, il y a des points qui vont toujours revenir. C'est pour cela que je parle d'une convergence au niveau des définitions. C'est que le terme est souvent utilisé en opposition à la production centralisée des réseaux traditionnels. Je le disais au tout début, dans les réseaux traditionnels, les centres de production d'électricité se retrouvaient extrêmement loin. Si on prend le cas de la centrale de Péligre en Haïti, qui se retrouve à une très bonne distance de Port-au-Prince, et cette centrale-là dessert la population de Port-au-Prince. Ce qu'on veut avec les règles, c'est vraiment rapprocher cette production-là des différents clients qui seront desservis. C'est le premier terme qui revient quand on définit les règles. Le deuxième terme qui revient, c'est leur taille. C'est souvent petit et important également, les règles sont situées au niveau du réseau de distribution et comme je le répète depuis le début, elles vont desservir des clients qui sont vraiment proches. Donc, autre point important dans toute la définition que l'on voit dans la littérature, les RED, elles peuvent servir soit à la production, soit au contrôle de charges sur le réseau électrique. Au niveau des tendances et du développement du marché, donc là, je vous ai sorti certaines statistiques, certaines prédictions pour les prochaines années jusqu'en 2032. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a une forte prévision. Je vais me mettre. C'est prendre le stylo. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a. Donc là, vous pouvez remarquer jusqu'à l'horizon 2032, de 2023 à 2032, donc selon les prévisions à l'échelle mondiale des technologies des RED, à l'horizon 2032, on a une forte pénétration dans la plupart des catégories. Donc en Amérique du Nord, on peut remarquer que en Amérique du Nord, qui est ici en Europe, on peut remarquer qu'on va passer du triple de 2023 à 2032. Donc le solaire va jouer une grande part dans cette croissance-là, mais à l'horizon 2032, si on regarde ici le solaire, qui va jouer une grande part dans cette, pénétration-là. Par contre, à l'horizon 2032, on peut voir ici que le solaire sera dépassé par la recharge des véhicules électriques. Ici, ce qu'on a mis pour vous, c'est pas mal par secteur, la quantité d'argent le revenu qui va être généré par l'utilisation de ces différentes règles. Donc, ici, quand on parle de bioénergie, c'est vraiment
toutes les techniques qui sont utilisées pour transformer l'énergie contenue dans la matière organique pour en faire l'usage comme source d'énergie. Cet accroissement fulgurant, on peut l'expliquer premièrement par les considérations environnementales. On parle depuis le début de la transition énergétique, donc on veut vraiment réduire les gaz à effet de serre. On parle aussi, on peut l'expliquer aussi par les politiques d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Et un point non négligeable, c'est le déclin que l'on observe au niveau des coûts d'acquisition des technologies qui sont relatives au REN. Donc, surtout au niveau du solaire. Donc, les équipements coûtent de moins en moins cher. Plusieurs pays, plusieurs États ont mis en place des réglementations et des politiques qui sont favorables pour le marché. Si je prends l'exemple sur le Canada, on disait tantôt à l'horizon 2032 que les véhicules électriques vont dépasser les PV. Donc, au Canada, par exemple, à un certain moment, il y avait une subvention qu'on fournissait aux gens pour qu'ils puissent se procurer leur véhicule électrique. Donc, ces politiques-là aussi ont favorisé l'acquisition à des classes moyennes de véhicules électriques. Et évidemment, on parlait aussi du marché qui va être déréglementé. Il y a plusieurs opportunités entrepreneuriales qui ont été faites. Donc, il y a plusieurs acteurs qui vont investir de plus en plus dans ce secteur. Les défis qui sont liés à l'expansion des RAID, premièrement, il y a une incertitude et variabilité de la production solaire et éolienne. Donc, comme on parle d'énergie renouvelable, un des enjeux que l'on a, c'est l'intermittence au niveau de ces ressources-là. Donc, on va avoir une variation qui peut être lente ou rapide de puissance sur le réseau. Si je prends le cas ici au Québec avec Hydro-Québec, donc la pointe, on observe souvent soit en début de matinée entre 6h et 9h du matin ou en soirée entre 18h et 21h. Donc, c'est évident que le solaire ne peut pas aider à apporter de la puissance supplémentaire sur le réseau. Le deuxième défi que l'on a, c'est au niveau des groupes conventionnels qui seront toujours nécessaires. Oui, on veut faire cette transition-là, vu cette intermittence dont on vient de parler, on aura toujours besoin de ces groupes conventionnels-là pour pouvoir parer aux sources renouvelables. On peut penser aussi à des systèmes de stockage, mais là encore, il y a aussi d'autres défis qui sont reliés à ce système-là. Autre défi que l'on va avoir, c'est la stabilité transitoire et petit signal. Donc, les énergies renouvelables sont connectées au réseau par des interfaces électroniques de puissance. Donc, le réseau en tant que tel n'est pas habitué, les exploitants ne sont pas habitués à, à opérer le réseau avec autant d'électronique de puissance. Donc, on ne va pas avoir de composantes mécaniques, ce qu'on appelle le plus souvent des masses tournantes, qui vont être branchées sur le réseau. Ces masses tournantes-là sont importantes parce qu'il y a la notion d'inertie que l'on retrouve sur le réseau qui sont apportées par ces masses tournantes. Donc, la gestion du réseau électrique, historiquement, est fondée sur cette inertie-là, sur cette notion-là de masse tournante. Donc, il va y avoir un changement au niveau de la conception et aussi au niveau de comment on va adresser les problématiques apportées par les interfaces électroniques de puissance. L'autre défi, ça va être aussi la forte pénétration des RAID qui va pouvoir occasionner un manque d'énergie stockée sur le réseau. Donc, un peu ce qu'on parlait par rapport à l'inertie. Et en cas de défaut, on ne sera pas certain de pouvoir opérer le réseau de manière adéquate. L'autre défi qu'on va avoir, c'est la stabilité de tension. Donc, quand on a un excès de production, on va en faire quoi? Donc, l'utilité ne va pas avoir de contrôle sur les onduleurs qui vont être placés. On pourrait avoir un retour de puissance, donc ce qu'on appelle la bidirectionnalité de l'écoulement de puissance, qui va causer évidemment des chutes de tension sur le réseau. Et on observe aussi qu'on va avoir une faible quantité de RAID qui seront disponibles. Dans ce cas-ci, ça va occasionner des instabilités de tension sur le réseau de distribution. Autre problème qu'on peut avoir, c'est au niveau de la stabilité de fréquence. Donc, on va avoir une déviation significative de fréquence qui peut provoquer aussi une instabilité des dommages sur le réseau. Et aussi, avec la forte pénétration du RAID, cela peut occasionner des rejets de production sur le réseau traditionnel, ce qui impactera évidemment les différentes machines qui sont installées. Un autre défi, ça va être au niveau de la collecte et analyse de données. Donc, il va être important d'avoir un écoulement de puissance en temps réel pour faciliter la conduite du réseau de manière générale. Donc, la disponibilité de ces données sera essentielle et on devra avoir évidemment des systèmes de communication suffisamment performants pour assurer une sécurité maximale du réseau. Donc, on peut penser à deux scandales qu'on a eus récemment. En Europe, par exemple, pendant
la propagation de la COVID-19, on avait mis en place une application qui s'appelait Stop COVID. La problématique principale que l'on avait, c'était le traçage des contacts. Donc, on avait un principe d'une instance unique qui centralisait toutes les données collectées, mais quand la question que l'on se pose, c'est une fois que cette entité-là a cette information-là, si on n'a pas euh, une vue globale de cette entité-là, qu'est-ce qu'elle peut faire de ces informations-là? Donc, je vais prendre un exemple banal. Moi, par exemple, j'ai une montre intelligente qui compte le nombre de pas que je fais par jour, qui voit mes différents déplacements. La personne qui collecte cette donnée-là, quand je parle de personne, je parle d'entité, l'entité qui collecte ces informations-là renferme beaucoup de détails sur mes habitudes de vie, renferme beaucoup d'informations sur mon état de santé, par exemple. Et mettez-vous en tête que le vrai risque, c'est vraiment quand on arrive à croiser toutes ces données-là. Une donnée seule, prise seule, peut ne rien vouloir dire, mais une fois qu'on commence à les croiser, on peut en extraire des informations pertinentes. On peut aussi penser au scandale de Facebook avec Cambridge Data Analytica, où ils utilisaient les données personnelles des gens qui se connectaient sur leur plateforme pour nos comportements, pour analyser nos habitudes et par la suite nous cibler pour des publicités très, très précises. Donc, c'est le genre de défi auquel on va également faire face au niveau du réseau électrique. Donc, docteur Suprême, désolé, et les participants disent que ça arrive très bas. Est-ce que vous pourrez ajuster votre micro? Et j'ai vu beaucoup de commentaires dans le chat et qui vont dans le sens des WhatsApp aussi qui disent que on reçoit le son extrêmement bas. Nous autres, OK. nous sommes dans la salle, donc votre voix est amplifiée, donc il n'y a pas de souci. Mais pour les internautes, pour les gens qui sont branchés en ligne, ils disent qu'ils vous reçoivent très bas. Et OK. j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un problème de micro, comme vous utilisez un casque, donc il faut ajuster le micro pour que ça apparaisse beaucoup plus intéressant. D'accord, donc priez d'ajuster le micro pour nous, s'il vous plaît. OK, merci, professeur Calixte. Je termine cette diapositive, je vais prendre une pause pour recevoir les questions, puis je vais essayer d'ajuster en même temps. Donc, le troisième défi, l'autre défi qu'on a également, c'est au niveau de la modélisation du réseau de distribution avec les RAID. Donc, il faut pouvoir monitorer adéquatement les différentes variabilités qu'on va avoir sur le réseau. Donc, avoir le plus de détails que possible sur l'écoulement de puissance. Et il va pouvoir également, on devrait être capable d'agréger toutes les sources correctement pour faciliter les prises de décision. Au niveau du marché, on va avoir également beaucoup de fluctuations. Donc, ces fluctuations-là doivent être captées adéquatement parce qu'on disait tantôt qu'on va avoir un marché ouvert. Donc, être en mesure de capter vraiment tous les mouvements qui vont avoir lieu sur le marché. Donc, je vais prendre la première pause pour recevoir les questions. Donc, professeur Calixte, s'il y a des questions en ligne ou en salle, donc je vais les prendre, puis je vais en profiter pour ajuster mon micro. Et docteur Suprême, il y a des questions, effectivement, des questions sur le webinaire et sur Zoom. Voilà, ingénieur Waldem vient de poser une question. Voilà, je félicite le docteur pour sa prestation, mais je voulais savoir pourquoi il mentionne que les groupes conventionnels seront toujours nécessaires à cause de la non-disponibilité de certaines sources renouvelables, sans pour autant penser à l'interconnexion comme étant un outil important permettant de pallier à ce problème. Merci pour la question. Je vais répondre en deux temps. La première chose, pourquoi je dis que les groupes conventionnels seront toujours nécessaires, c'est parce qu'on a j'ai mentionné que historiquement, comment on gère un réseau électrique, il y a ce qu'on appelle la notion de masse tournante, la notion d'inertie sur le réseau. Donc, c'est important d'avoir ces groupes conventionnels-là aussi longtemps que la recherche ne sera pas suffisamment avancée pour pouvoir gérer, pour pouvoir concevoir des techniques des techniques qui pourront générer des signaux identiques à la notion d'inertie. On aura toujours besoin des groupes conventionnels pour émuler l'inertie du réseau, pour émuler ce phénomène-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
pourquoi je dis des sources renouvelables sans pour autant faire des connexions? Les interconnexions, oui, existent, mais les interconnexions ne pourront pas répondre à tous les besoins. Je vais prendre l'exemple ici au Québec, où nous avons des interconnexions avec plusieurs voisins. Donc, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est ces interconnexions-là, le plus souvent, c'est des réseaux qui sont proches. Un, de deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vit quasiment la même réalité, entre guillemets. Oui, il y a des variations de température. Si je prends au Québec, la pointe, généralement, est en hiver. Pas généralement, est toujours en hiver. Donc, pendant les périodes de pointe, s'il y a une période de pointe, c'est parce qu'il fait extrêmement froid ici au Québec. Donc, les réseaux voisins que l'on a n'ont peut-être pas la même température, mais ils ont des besoins similaires. Est-ce que les interconnexions vont pouvoir permettre à tous les acteurs qui sont dans un environnement très proche de répondre à ces besoins en même temps? Je ne suis pas certain. Mais on pourrait évidemment continuer à partager, comme vous le dites là, l'électricité entre ces différents voisins-là. Oui, c'est quelque chose qui est déjà utilisé dans les réseaux actuels. Puis, comme j'ai mentionné également au niveau des sources renouvelables, le grand problème, c'est au niveau de l'intermittence. Si on prend ici, je vais prendre encore une fois l'exemple au Canada, au Québec, où la pointe est souvent, je l'ai dit au début, est souvent entre 6 heures du matin et 9 heures du matin ou 18 heures et 21 heures. Il n'y a aucune source renouvelable qui est disponible réellement pendant cette période-là. Que ce soit l'éolienne, que ce soit le solaire, ces ressources-là ne sont pas disponibles à ces moments-là. Et je rappelle que la fourniture d'électricité, c'est un service essentiel. On ne peut pas se permettre de dire qu'on n'aura pas d'électricité pendant cette période-là. Donc, il faut fournir d'électricité en tout temps. Donc, les groupes conventionnels, c'est comme une source sûre que l'énergie ou l'électricité sera disponible en tout temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, docteur Suprême. Il y a une autre question. Bonjour, je suis Jean-Mélis Merzier, un étudiant finissant en électromécanique de la faculté des sciences. Que pensez-vous de l'impact carbone des technologies qui facilitent l'expansion des réseaux énergétiques décentralisés? Est-ce que cela va à l'encontre de la transition énergétique promue? C'est la raison pour laquelle j'ai mis les définitions au tout début. En fait, la transition énergétique ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'émissions de carbone sur le réseau. Donc, la transition énergétique veut dire qu'on veut réduire cet impact-là. Et donc, c'est important de dire que l'objectif n'est pas d'annuler complètement, mais de réduire le plus que possible. Est-ce que ces ressources-là vont avoir des répercussions, vont avoir des émissions de CO2? La réponse est évidemment oui. C'est une activité comme activité en tant que telle, il y aura toujours émission de CO2. Par contre, ces émissions-là seront réduites de manière considérable. Je vais reprendre encore une fois l'exemple. Quand l'électricité est produite extrêmement loin, donc, pour desservir certains clients, ce qu'on va observer, c'est de un, pour ceux qui se connaissent bien, on va avoir des pertes sur le réseau électrique. Ces pertes-là, plus on est éloigné, évidemment, plus les pertes vont augmenter. Okay? Mais en rapprochant ces raids-là des sources de la clientèle, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va juste, sur la notion de perte, là, on va diminuer ces pertes-là. Donc, en diminuant ces pertes-là, on peut croire facilement qu'on est en train également de diminuer l'émission de CO2. Parce qu'on produit moins pour desservir un plus grand nombre de puissances ou d'énergie. Et docteur Suprême, vous pourrez avancer. Je rappelle qu'on va prendre une pause de 10 minutes, une pause café à 9h30, mais vous pouvez continuer. Merci. OK. Juste avant de continuer, je vais prendre une question que je trouve intéressante Oui, que M. Jolet Jean a posée. Est-ce que les défis liés à la transition énergétique en Haïti sont comparables à ceux rencontrés par les pays industrialisés bénéficiant d'un accès plus substantiel à l'énergie? Je trouve cette question intéressante. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'apporte cette perspective-là en tant qu'Haïtien ayant vécu en Haïti. J'apporte souvent cette perspective-là dans les débats internationaux, de dire que on vit deux transitions énergétiques.
d'une part, au niveau d'un pays comme Haïti, où peu de gens ont accès à l'énergie ou à l'électricité. Donc, on a des défis qui sont propres à nous autres mêmes. Puis, on a des défis que l'on vit ici en Amérique du Nord ou en Europe, qui sont nettement différents, où les gens sont desservis et on se demande comment on peut mieux utiliser cette énergie-là, comment on peut être plus efficace dans l'utilisation. Moi, je fais le pont pour dire que oui, les défis sont les mêmes, parce que nous pouvons apprendre, quand je dis non, je parle d'Haïti, nous pouvons apprendre des défis que l'on vit actuellement en Occident pour mieux concevoir nos réseaux de demain. Donc, quand je dis mieux concevoir nos réseaux de demain, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, on parle beaucoup de que les clients changent leur façon de consommer. Donc, ce sont des choses que, en Haïti, oui, on a peu de ressources, mais on peut commencer à dire à notre clientèle, donc, on a peu de moyens, mais si on consomme mieux, on peut desservir un plus grand nombre de personnes. Donc, les défis, on ne veut pas forcément répondre aux mêmes besoins en tant que tel, mais on peut apprendre de ces expériences-là pour dire comment on va orienter, de un, notre conception, et de deux, comment on va orienter nos différentes constructions. Je vais faire une autre parenthèse. J'ai eu des discussions avec des collègues où j'entends souvent parler des différents efforts qui se font actuellement en Haïti pour pour installer des raids en quelque sorte. Plusieurs panneaux solaires, j'ai vu ingénieur Alien et professeur Calix justement qui ont fait un déploiement récemment. La question qu'on peut se dire aussi, ces ressources-là qu'on est en train de mettre sur le réseau, est-ce qu'on va les connecter demain sur un réseau principal, sur un réseau régional? Si oui, il faut commencer à concevoir comment cette intégration-là sera faite. Donc, pour répondre à votre question, M. Journal-Dian, dans la conception en tant que telle, les défis de transition énergétique que l'on vit actuellement en Occident peuvent servir justement pour avoir ces réflexions-là au niveau de notre façon de faire actuellement en Haïti, où tout est à faire, où tout est à faire ou à refaire. Donc là, on part sur des bases solides où on pense vraiment à un développement durable. Donc, je vais continuer avec la présentation. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, je vais continuer avec la présentation. Je repartage mon écran. Puis, j'espère que vous m'entendez vraiment mieux également. J'ai essayé aussi d'élever le ton un petit peu. Cher. Ça, c'était fait. Ça, c'était fait. OK. J'ai été trop vite. OK. Donc, là, je vais parler du développement des RAID et de leur intégration. Donc, l'énergie solaire, de manière générale, de 1994 à 2008, on a observé un accroissement de 52% en 2014 par rapport à ce qu'on avait sur le réseau au Canada entre 1994 et 2018. Donc, on a observé également que la capacité mondiale des PV devait augmenter de 600 gigawatts à peu près en 2019, avait augmenté de 600 gigawatts en 2019 et va augmenter de 1,5 de 1600 environ gigawatts en 2030. Donc, ceci, comme je l'ai mentionné tantôt, vous pouvez voir ici, j'ai mis quelques chiffres pour vous démontrer à quel point les prix de modules PV ont diminué durant ces dernières années. Donc, on est passé vraiment de 6,20 $ environ à 0,85 $ en 10 ans. Donc, c'est énorme. Et également, on a observé beaucoup d'améliorations au niveau de l'efficacité de conversion de l'ensoleillement en électricité au niveau des PV. Donc, le constat que l'on fait, puis comme on l'a vu aussi avec les prévisions tantôt, sur le temps, l'énergie solaire va être de plus en plus adoptée. Donc, pour les intégrer sur le réseau, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va les mettre de plus en plus proches des charges, mais la problématique de sécurité et de fiabilité au niveau de la distribution va être évidemment moins importante. Il va falloir penser également que, avec la conception actuelle, il y a des travaux de recherche qui se font là-dessus, ça ne permet pas de contrôler la propre fréquence du réseau sans aucun support. Donc là, il y a plusieurs techniques que l'on développe beaucoup au niveau de la recherche. Là. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez faire des recherches, ce qu'on appelle du grid forming ou du grid following, où on essaie de trouver des concepts pour
permettre justement à ces PV-là de contrôler leur propre fréquence. On va avoir, comme on a dit depuis le début, un écoulement de puissance bidirectionnelle. Quand on parle d'écoulement de puissance bidirectionnelle, donc le réseau de distribution peut émettre de la puissance au client et le client peut également émettre de la puissance au niveau du réseau de distribution. On a parlé également d'intermittence au niveau de ce type de ressources-là qui va créer une incertitude dans la gestion du réseau. On se rappelle toujours que c'est un service essentiel, donc il faut être en mesure de fournir en tout temps. Et ce qu'on appelle des PV centralisés vont être éloignés. On aura toujours besoin de quelques lignes de transport. Au niveau d'énergie solaire, on fait la différence entre deux types d'énergie solaire, en fait. Ce qu'on appelle les PV distribués, où on va avoir des toits, sous les toits des maisons, on va installer des PV. Et également des centrales de PV où, à une certaine distance, on va avoir, plus ou moins éloigné des charges, on va avoir une centrale avec plusieurs panneaux solaires installés. Donc, ce qu'on appelle un parc solaire. Au niveau du système énergétique de stockage, donc, selon le département d'État de l'énergie aux États-Unis, on a 4 défis majeurs pour un déploiement à grande échelle que l'on va avoir. C'est premièrement au niveau de la performance et de la sécurité. Deuxièmement, au niveau des coûts compétitifs d'acquisition des technologies. Donc, au niveau de l'environnement réglementaire et une acceptation de l'industrie également de ce type de ressources-là. Donc, quand on va les intégrer sur le réseau, il va falloir pallier, le rôle, ça va être de pallier aux défaillances sur le réseau. Donc, pouvoir aider vraiment au redémarrage d'une installation de production et garantir la sécurité du réseau. Et ça va nous permettre aussi de reporter la production d'énergie dans des périodes de faible demande d'électricité vers des périodes de forte demande. Et aussi, ça va assurer ce qu'on appelle la fourniture des réserves sur le réseau. Donc, un peu plus tard, Dr de Montigny va vous parler un petit peu plus. C'est quoi ces réserves? C'est quoi des réserves? Il va définir un peu ces concepts-là, puis vous pourrez faire des liens entre ce que je suis en train de dire. Au niveau d'énergie éolienne, donc, ce qu'on observe, c'est avec la technologie actuelle, la production éolienne peut être prévue avec une précision qui est relativement bonne. Donc, l'énergie éolienne, comment ça fonctionne de manière globale? C'est un flux d'air libre qui est proportionnel au cube de la vitesse du vent que l'on a. Donc, on observe aussi au niveau d'industrie, elle est devenue de plus en plus mature et compétitive en matière de coût d'une part et aussi en matière d'efficacité. Donc, si on regarde au Canada, on avait environ une puissance installée de 13 MW en 2018, donc ce qui répondait à 6% environ des besoins d'électricité au pays. Et en 2019, le Canada faisait partie du top 10 en termes de puissance installée au niveau des réseaux, au niveau d'énergie éolienne. Donc, avec cette intégration-là, on va réduire les émissions de CO2 qui sont dues à la production d'électricité et les coûts locaux d'opération du réseau. Par contre, on revient encore une fois sur l'intermittence aiguë qui va affecter énormément la qualité de l'onde, qui va beaucoup affecter la qualité de l'onde, et on va avoir un des défauts des éoliennes, c'est l'absorption de puissance réactive qui va avoir tendance à mettre le réseau en instabilité. Donc, mon prochain point, c'était pour passer au véhicule électrique. Avant de commencer, je pense qu'on va prendre la pause café. Professeur Calix, si tu me permets, on va prendre la pause café pour que je puisse faire un enchaînement après, là, comme il faut, sur les véhicules électriques. Merci, docteur Suprême. On va prendre une pause café de 10 minutes. On se retrouve autour de 9h35. Vous qui êtes en ligne, on prend une pause. Ne vous déconnectez pas. On sera au rendez-vous dans 10 minutes.